Qu'est-ce que vous pensez que les enfants devraient surtout apprendre à l'école? Ah, pour être des hommes. Et qu'est-ce que c'est être un homme pour vous? Actuellement, toute éducation, elle est faite en fonction des besoins pour la consommation, mais Ah oui, on ne les forme pas en homme libre, je pense. ah oui, ah oui. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Je suis dans une usine, Ah oui. Dans quelle usine? on fait des machines pour l'agriculture. Revenons aux événements de mai dernier. On en a beaucoup parlé et nous n'étions pas là à ce moment-là. Alors, est-ce que vous pourriez me décrire ce qui s'est passé? On a fermé notre usine et on l'a occupée pendant 4 semaines. Et comment cela s'est passé l'occupation? Qu'est-ce que vous avez fait? On est une usine de près de 1000 ouvriers. Alors, à tour de rôle, on se divisait en plusieurs équipes de façon qu'on ait chacun notre tour de permanence. Le 5 janvier 1968, Michel Debré, maire d'Amboise et ministre de l'Économie et des Finances, exprime sa vision de l'année à venir. Un sentiment populaire peut de temps à autre exprimer des aspirations, voire ici et là manifester des inquiétudes ou des reproches, mais dans sa grande majorité soutient une politique grâce à laquelle une France indépendante se trouve à l'écart des grandes querelles qui ébranlent le monde. À cet égard, l'année 1968 ne marquera guère de progrès par rapport à 1967, tout porte à le craindre. Le 18 mai 1968, Michel Debré adresse une note à tous les préfets. Les formes que prend le mouvement de revendication font courir de sérieux risques à l'expansion économique et partant au progrès social. À Bourges, l'éditorialiste du quotidien local écrit ces mots : « On protège un monde déjà mort ». La Voix du peuple de Touraine, l'hebdomadaire du Parti communiste français. Le pouvoir aux prises avec la protestation populaire. Action unie, convergence des luttes
pour une véritable démocratie, étape vers le socialisme. Patronat et pouvoir au pied du mur. Il est urgent que les partis de gauche se mettent d'accord sur un programme commun de gouvernement, constituant partout de nombreux comités d'action pour un gouvernement populaire et d'action démocratique. De Gaulle répond par une véritable déclaration de guerre. La grève au fil des jours. 10 000 manifestants à Tours. Ce tract-là, c'est la CGT. Donc celui-là, il a été fait dans une imprimerie à Tours. L'imprimerie qui, justement, produisait La Voix du Peuple. Et donc nos délégués à nous, ils récupéraient les tracts et ils nous les ramenaient. On faisait du tractage boîte aux lettres, soit un tract à la reconduction de la grève. Donc ça, c'était le lendemain matin, quand les gars arrivaient sur leur lieu de travail. Alors ça, c'est pour les tracts de la CGT. Parce que j'étais membre de la CGT aussi, donc je distribuais les tracts de la CGT. Après, quand c'était les tracts politiques, les tracts de mon parti, moi j'étais sténodactylo, donc le soir où j'étais de garde, j'étais sur place, je tapais, mais c'est arrivé qu'on est venu me réveiller pour me dire il y a un tract à taper, il faut qu'il sorte demain matin. Pendant la nuit, on tirait les tracts. Le matin, on faisait les portes des usines. Et puis, dans les manifs, on distribuait aussi, voilà. S'il y avait, par exemple, une nouvelle usine qui s'était mise en grève, donc on annonçait que ça faisait encore une nouvelle usine fermée. Quand les dépôts de carburant ont été bloqués, on annonçait que les dépôts de carburant étaient bloqués. On essayait de donner des forces au mouvement pour pouvoir continuer. Où on est arrivé au blocage complet, quoi. Plus de fac, plus d'école. 3/4 les plus grandes entreprises qui étaient en grève aussi. Les grandes manifs, il y en a eu peut-être 5-6 sur la période mai 68. On a pu être jusqu'à 20 000, 30 000 personnes dans les rues de Tours. Donc moi, c'est comme ça que j'ai vécu 68, avec des parents un peu inquiets quand je partais. Mais bon, je donnais signe de vie entre-temps, pour qu'ils comprennent bien que j'avais pas de soucis. Par contre, quand j'étais collé des affiches, je leur ai pas toujours tout dit. Que j'allais coller des affiches et qu'on faisait quand même attention, parce qu'il y a eu quand même quelques provocations. Ça pouvait être dangereux. Extrême urgent. Ministre de l'Intérieur à tous les préfets de métropole. Le gouvernement entend que puisse être respecté au plus vite, sur l'ensemble du territoire, le principe de la liberté du travail, stop. Je vous invite donc à répondre favorablement aux demandes d'intervention de la force publique que vous recevrez des chefs d'entreprise comme des responsables du secteur public ou parapublic, stop. Il y a eu des grèves ici? Ah oui, comme partout. Ah oui, oui, oui. C'était grave d'un côté parce que si l'ouvrier lâchait, il avait fait la grève pour rien. Et puis, de l'autre côté, la femme, il fallait bien qu'elle subvienne quand même aux besoins de la famille, n'est-ce pas? Alors c'était vraiment dur. Et pour la nourriture, c'était difficile aussi? Non, c'est-à-dire que, voyez-vous, la bêtise des gens, les gens qui ont vraiment les moyens, n'est-ce pas? Ils faisaient comme pendant la guerre. Ils en ont pris, c'était formidable. Ils vidaient les boutiques. Ce qui faisait que le petit ouvrier après arrivait, il n'avait plus rien. Ce qui s'est passé pendant la guerre. Mais tout ça, c'était ceux qui avaient vraiment de l'argent. Parce que nous, les petits, on ne pouvait pas le faire. En dehors de quelques kilos de sucre ou de quelques litres d'huile, c'était tout ce que nous pouvions faire. Alors qu'il y en avait, c'était par caisse. Renseignements généraux, le 17 mai 1968. Dans la nuit du 16 au 17 mai, nombreuses inscriptions, peintures rouges sur bâtiments publics et trottoirs, centre-ville Orléans. Vive 6e République populaire, solidarité étudiants-travailleurs,
les banques aux travailleurs, à bas les monopoles. Tract à Montargis, mouvement du 22 mars. Continuons le combat dans la rue, organisez-vous en comité d'action. À Orléans, tract PCF, que pas une usine orléanaise, pas une administration ne soit en dehors de ce grand combat. Comment est-ce qu'on peut les expliquer, ces événements? Depuis longtemps, le gouvernement avait vraiment une position dure et ça ne pouvait pas durer. C'est une accumulation depuis un certain temps qui a provoqué les événements qu'il y a eu, et les étudiants ils ont provoqué l'événement. Oui. Est-ce que vous vous êtes lié ici aux étudiants? Le rapprochement il est assez dur. Enfin, il y a les manifestations, ils n'ont pas toujours été comprises par les travailleurs. Mai 1968, le mois où les festivités johanniques semblèrent un peu éclipsées par les manifestations et l'agitation sociale qui secouaient la France entière. Aussi, en ce mois de mai 1968, le président envoie-t-il sur la place d'Orléans son ministre de la Défense, M. Pierre Messmer, afin de présider nos manifestations.
Dans ce conseil de l'université qui vient de se tenir, nous avons parlé du pouvoir de l'université. Je crois qu'il ne faut pas oublier que le mouvement a été lancé d'abord par les étudiants, et donc nous demandons au sein des structures le pouvoir étudiant. Ce qui veut dire, bien entendu, que nous travaillerons étudiants et enseignés, mais nous tenons à avoir des pouvoirs de décision réels, notamment par rapport à ce qui se passait avant, où nous étions simplement représentés, mais nous n'avions absolument aucun pouvoir de décision. Renseignements généraux, le 11 mai. L'Association générale des étudiants d'Orléans a organisé vendredi 10 mai son 3e meeting. Les étudiants brandissaient 4 banderoles, sur lesquelles était porté « Pour la défense des libertés démocratiques »,« Non à la répression »,« Libérez nos camarades »,« Ouvrez les facs ». Mademoiselle Limousin, étudiante en sciences et présidente de l'association, a lu une motion qu'une délégation conduite par elle-même est allée remettre à la préfecture. J'étais présidente de l'UNEF, donc j'avais été élue en juin de l'année d'avant. Je pense que je représentais aussi ce que je ne suis pas devenue justement, pas du tout une femme politique. Je me suis trouvée dans toutes les négociations dont j'ai tout oublié, mais effectivement, entre guillemets, une femme d'appareil, je ne peux pas le nier. J'étais surtout une syndicaliste. Mon cursus, c'est comme beaucoup ici et dans d'autres villes. J'ai été amenée au syndicalisme par la jeunesse étudiante chrétienne, mais la jeunesse étudiante chrétienne, comme également à l'UEC, pour les étudiants communistes, il y avait là une opposition entre les jeunes qui voulaient bouger un peu par rapport aux hiérarchies. Et donc, cette époque, il y a eu aussi bien du côté des communistes que des chrétiens et tout, des choses qui ont bougé par rapport à ça. Je crois qu'il y avait une crise intergénérationnelle vraiment très, très forte. Ben oui, je me demande pourquoi j'ai oublié tout ça, parce que j'ai oublié toutes ces négociations, j'ai oublié le fait que j'allais à Paris. Ben, je pense que c'était pas ça le plus important. Et je pense que le plus important, c'était ce slogan de 68 qui, à mon avis, reste toujours important, c'est l'amour, pas la guerre, je crois. Et ce que je me souviens, c'est plus des relations de copains-copines, de ce qui se passait à ce moment-là, et puis des adultes. De l'importance de découvrir combien des adultes qui pouvaient avoir les mêmes idées que nous, bien que je crois que mon père n'avait pas les mêmes, et profondément, je crois que ça se rapprochait. Mais il ne pouvait pas le dire. Il ne pouvait pas le dire parce qu'il avait une place de chef d'entreprise, alors qu'il venait d'un milieu très simple. Et donc de trouver des adultes, des professeurs, le recteur Antoine, qui nous ont soutenus. En fait, ce qui me revient, c'est des flashs, ce sont des images, des flashs comme ça. Là, je vois un visage que je connais. Je ne peux pas mettre un nom dessus, mais celui-là, je le connais bien. Voilà, alors là, je me vois effectivement, comme je suis petite, je suis en train de monter là. Après, je suis derrière Yves Denisot qui a pris le micro. Et moi, j'ai un papier à la main, ça veut dire qu'effectivement, je dois être chargée d'un discours. Et peut-être un discours d'ailleurs intersyndical, je pense. Camarades, étudiants, lycéens, enseignants, travailleurs, si nous nous retrouvons aujourd'hui dans cette manifestation, ceci montre bien que le mouvement lancé par les étudiants et celui lancé par l'ensemble des travailleurs ne sont pas deux mouvements parallèles. Au contraire, nos actions se rejoignent. La lutte que nous menons étudiants, enseignants, lycéens pour la démocratisation est de même nature que celle menée par les travailleurs pour la démocratisation dans l'entreprise. On luttait quand même contre la réforme Fouché depuis 1963. On faisait avant des manifestations contre la réforme Fouché et donc qui amenait la sélection à l'université. Il y avait eu les violences policières à Paris. J'ai retrouvé depuis dans les archives des RG le compte-rendu d'une émission de télévision qu'a fait le recteur Antoine, qui, j'avais oublié, était prof à la Sorbonne, et qui donc là lançait un cri d'alarme en disant « mais il faut arrêter, il faut faire une trêve, on ne peut pas continuer comme ça après les violences policières ». Et c'est ça qui nous a amenés à manifester. C'est le soutien par rapport aux étudiants à Paris. Direction des renseignements généraux, à Monsieur le Préfet, à Monsieur le Directeur des renseignements généraux. Le 13 mai, à l'appel des organisations syndicales, estudiantines et ouvrières,
4500 personnes ont participé à un meeting et à un défilé dans le centre de la ville d'Orléans. Il semble qu'en plus de ces militants, on puisse dénombrer une quinzaine de sympathisants du mouvement Jeunesse communiste révolutionnaire. L'Inter, organe de liaison de ce mouvement, a été distribué massivement au cours de la journée du 6 mai 1968. À 10 jours du 10e anniversaire du putsch gaulliste, la police de l'État des banquiers reprend les armes contre les étudiants nanterrois et parisiens qui demandent l'université aux travailleurs, des conditions de travail et de vie compatibles avec leurs études qu'ils veulent poursuivre, l'abolition de la sélection sociale du plan Fouché, ministre des flics. Le 15 mai, 500 personnes ont assisté à un meeting-débat au Palais des Sports sur les thèmes universitaires. On a relevé la présence d'une vingtaine d'étudiants de la faculté de Nanterre, membres du mouvement du 22 mars. Parmi les personnes qui ont pu s'exprimer librement, le nommé B. François s'est fait remarquer par la violence de ses propos. En effet, l'intéressé a exposé les moyens concrets pour poursuivre la révolution en dehors des barricades. Boycottage de la production dans les usines, occupation des locaux, refus du paiement de l'impôt. Le souvenir le plus fort, j'y reviens toujours, c'est la première manifestation qui était interdite par la police, que nous avons quand même fait en changeant de lieu. Et ce que je me souviens surtout, c'est d'être au premier rang, avec la cathédrale derrière, entouré des professeurs de l'université, qui a fait qu'il n'y en a pas eu donc de violence par la police. Et derrière, il y avait aussi toutes les négociations qui avaient lieu avec le recteur et donc le préfet Juillet. Ça a commencé que les étudiants, on se met la pagaille. Puis ensuite, eh ben, les ouvriers, quand ils ont vu que ça faisait une porte ouverte, eh ben, ils ont suivi. Et ben, puis après, ben, c'était de la chiandise, quoi. C'était la débandade, c'était honteux. On rencontrait des drapeaux rouges et des drapeaux noirs à tous les coins de rue. Tout était arrêté dans le pays, quoi. On était au bord de la guerre civile, hein, ça, sûr et certain. Au bord de la guerre civile, vous pensez? Je crois qu'on a eu affaire à un autre homme d'État qui a eu peur, qui aurait fait intervenir de la police ou de l'armée, on était bon. C'était sûr et certain. Et alors, qu'est-ce qui a empêché précisément la guerre civile? Eh ben, c'est le général de Gaulle. C'est le général. C'est le général de Gaulle et M. Pompidou, attention. Puisque je vous dis, il y a des soirs, puisque moi, on travaille la nuit, on met la radio toutes les nuits. Eh ben, je ne veux pas croire qu'il y a des nuits, c'était pas joli. Ah non, c'était pas joli. Enfin, moi, je crois que ça vient de là, du retard donné à l'université, qui a été exploité par des jeunes étudiants, pas tout le temps des Français, et qui ont semé la pagaille partout. Puis après, ben, il est venu se joindre tout ce qu'on veut, des clochards, des bandits, des gangsters, tout ce qu'on veut. Il est venu s'y joindre là-bas. Puisque la Sorbonne, c'était, il paraît, c'était le dépotoir de toute la crasse de Paris. Oui. Ouais. Combien d'heures travaillez-vous par jour? 9h30. 9h30, c'est long. Oui, c'est long. Quelle doit être la durée du travail selon vous? Les 40 heures par semaine. Si vous aviez 2 heures de temps libre supplémentaires par jour, que feriez-vous de ce temps libre? Je lirais. Comment est-ce que vous
vous expliquer les événements? Ben évidemment, les étudiants se rebellent. Paraît-il qu'ils n'obtiennent pas, qu'ils n'ont pas obtenu évidemment satisfaction de ce qu'ils voulaient, je crois que c'est ça. Mais je ne pense pas que ce soit les étudiants eux-mêmes qui devraient faire ça. Qu'ils laissent aux professeurs le soin, n'est-ce pas, d'exprimer leur volonté, mais que les étudiants le fassent eux-mêmes. Non, ils n'ont quand même pas n'est-ce pas, la science, ils n'ont quand même pas ce que les professeurs ont. Et les ouvriers donc? Les étudiants voulaient se mélanger avec eux. Alors que non, ils leur ont dit les étudiants d'un côté et les ouvriers de l'autre. Comprenez-vous? Non, c'est pas le même parti social, c'est pas du tout pareil. Ah oui. Les ouvriers leur ont fait comprendre qu'eux, ils étaient capables de se défendre eux-mêmes, qu'ils n'avaient pas besoin d'eux. Les ouvriers voulaient une augmentation de leur paye, ils ne voulaient pas saccager tout. Alors qu'on voyait que les étudiants, eux, ils voulaient cet espace. L'ambiance de la ville, moi je me rappelle des manifs. Et le 13, c'était vraiment c'était très très jouissif. On défilait sous les banderoles de Jeanne d'Arc là, avec laissez-les passer messire, c'était quand même effectivement. Et l'ambiance après de la rue, moi je ne sais pas, parce que je passais d'un lieu à l'autre. Je passais des lieux de négociation, bien que je ne m'en rappelle pas, à la porte des usines, à la bibliothèque universitaire. Oui, 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 oui. Oui, à la porte des usines où on allait. Oui, oui. Et ben les étudiants allaient porter donc des sandwichs et tout. Étudiantes faisaient des sandwichs, allaient les porter à la porte des usines. Il y avait des tracts qu'ils faisaient, qui étaient même traduits en portugais, en arabe, et des petits groupes, certainement de jeunes ouvriers et les étudiants, allaient donc dans les usines pour que les ouvriers se mettent en grève dans les usines. Du préfet de la région Centre, préfet du Loiret, au Premier ministre et ministre de l'Intérieur. Dans le secteur privé, 210 usines sont fermées, dont 87 occupées. Le mouvement atteint les grands magasins de distribution de produits alimentaires. À la Ferté-Saint-Aubin, les usines Holzkis-Brandt, fermées, reçoivent régulièrement la visite de groupes de manifestants. Cette situation immobilisant des effectifs de gendarmerie en permanence. Direction des renseignements généraux. Le 22 mai, Nicole L., du Bureau national des mouvements des jeunesses communistes, vient d'arriver dans le Cher pour coordonner l'action des jeunesses communistes dans le département. Marcel G., demeurant à Paris, surnommé le Cubain, aurait effectué récemment un séjour de quelques mois à Cuba. Depuis la grève des élèves de l'école des Beaux-Arts de Bourges, il fait de fréquents séjours dans cette ville, donnant des instructions à la cinquantaine d'élèves qui occupent l'établissement. Patrick S., domicilié à Bourges, se livre à une intense activité auprès des jeunes grévistes, ouvriers, lycéens, élèves des Beaux-Arts, en se déclarant le représentant de Cohn-Bendit. D'après le directeur de l'école des Beaux-Arts de Bourges, les élèves occupant cette école ont entreposé dans l'établissement des barres de fer et des bouteilles vides. Le nommé Jackie D. s'efforce d'organiser des équipes de propagande parmi la jeunesse, tant chez les ouvriers que chez les lycéens. Abdelkader B., domicilié 30 rue Barbus à la Guerche, est ouvrier OS2 à l'usine Ferrodo et est sergent de réserve. Cet Algérien s'est manifesté au début de la grève. Il a été l'un de ceux qui prirent la direction du mouvement et a semblé avoir une grosse influence sur les ouvriers. Il préconise de retenir les deux directeurs prisonniers dans leur bureau jusqu'à ce que les revendications aient été satisfaites. Le préfet de la région Centre à Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Intérieur. Le jeudi 16 mai, un conflit a surgi aux ateliers d'Orléans de l'Unelec à Saint-Jean-de-Bray. Un mouvement de grève générale, avec occupation des locaux, a été déclenché à l'initiative des éléments les plus extrémistes de la CFDT, sous le prétexte du licenciement de 5 ouvriers. Le directeur de l'établissement a été consigné dans son bureau à partir de 16 h. Le 20 mai, le directeur de l'Unelec, retenu dans son bureau depuis 4 jours, est enfin libéré par les grévistes eux-mêmes.
Pourquoi est-ce que vous êtes syndicaliste? Parce que ça me plaît et je pense que c'est mon devoir. Oui, pourquoi votre devoir? C'est mon idéologie. Oui. Est-ce que vous êtes satisfait de vos conditions de travail? Ce que je ne peux pas comprendre, c'est qu'on se révolte, et alors qu'il y a un drapeau bleu, blanc, rouge pour la France, et qu'on mette un drapeau rouge et un drapeau noir. Le drapeau noir, c'est la révolte, le drapeau rouge, c'est le communisme, et ces drapeaux-là n'ont pas le droit d'être sur les édifices, puisque la France, c'est comme l'Angleterre, elle a son drapeau. Tous ces grands messieurs qui sont au pouvoir, ils ont fait des études, mais dans quelles conditions? Dans des chambres de grenier, dans des mansardes, dans des collèges pas chauffés. Et aujourd'hui, qu'il y a tout le confort, il n'y en a peut-être pas assez, mais il y a tellement de populace aussi. La population grandit tout le temps. Je ne peux pas comprendre qu'on brise des vitres, qu'on saccage des locaux ou qu'on instruit les gens. Enfin, tout ça, c'est... faut le payer après. Que l'on se révolte, mais qu'on ne gaspille pas, quoi. Dans cette période du retour à la normale, c'est là qu'il y a eu cette remise en main de la droite et cet événement dont je l'ai trouvé nulle part indiqué dans tous les livres qui sont sortis là, dans toutes les villes de province, qui est l'attaque dans la nuit du 15 au 16 juin de la bibliothèque de la fac, qui était notre QG, qui a été attaquée par un commando d'hommes masqués et qui était l'extrême droite. La lecture des événements montrent en fait que c'était téléguidé par le préfet Juillet, qui après d'ailleurs a été obligé de quitter son poste. Et ils ont repris en main la bibliothèque en faisant un tract d'un texte. Voilà. La bibliothèque est libérée, héroïquement, à 4 contre 1. Nous avons vidé les gens de la bibliothèque. Nous avons tout brûlé. Un beau drapeau tricolore flotte à présent sur la bibliothèque. Nous voulons rétablir le travail par la force. Nous sommes militarisés. Nous voulons du monde pour porter nos chaînes trop lourdes. Aidez-nous et devenez fascistes. O et ses 50.
sur les images là? Ben, j'ai 22 ans. Et ça fait combien de temps que tu travailles dans... Ben, je suis rentrée en 1964 et donc là ça faisait 4 ans. Ah, là c'est la fin de la grève. On voit le patron qui vient participer à l'ouverture. Pour moi, sortant de l'école, ça a été un choc de me confronter au travail parce qu'il y avait une certaine injustice, un certain mépris à notre égard de la part de la direction qui étaient tous des hommes. Et ça me révoltait. Donc j'attendais l'occasion de me syndiquer et voilà. Cette grève en a été l'occasion. Cette décision de fermeture, elle a été prise en assemblée générale des salariés, une assemblée intersyndicale, où la décision de grève avec occupation a été prise. Donc tout le monde n'était pas pour, mais c'était une décision très majoritaire et moi j'avais voté pour. Là on voit les grévistes qui occupent l'usine, dont la porte est fermée, ce qui empêche les voitures et vélos de rentrer. En même temps, ils contrôlent ceux qui passent par le petit portillon. Moi, je venais assez souvent, presque tous les jours quasiment, pour avoir des nouvelles, savoir ce qui se passait. Voilà, ça doit être ce jour-là que j'ai adhéré à la CGT. Et même après que j'ai adhéré, jamais personne m'a dit bah, « Tiens, tu pourrais venir occuper avec nous ». Je pense que dans leur idée, c'était pas la place d'une jeune femme mère de famille d'occuper l'usine et d'aller manifester. D'ailleurs, souvent, aux femmes militantes, quand j'étais jeune, les patrons et autres disaient votre place, c'est de garder les enfants, de faire la vaisselle, le ménage, etc. C'était quand même... Là, je ne parle pas de mes camarades, hein, je parle de patrons auxquels les militantes se confrontaient. La société patriarcale était à son apogée en 1968, de mon point de vue. Mais bon, tout ça, je ne l'ai analysé qu'après. Et je pense que, bien sûr, des acquis sociaux ont été acquis et c'était très important, mais je pense que plus profondément, c'est la société patriarcale qui a été bousculée par la jeunesse, jeunes garçons et jeunes femmes, et par les femmes. Les femmes ont commencé à s'investir fortement dans les luttes, mais elles étaient invisibles. C'est très bizarre. Les femmes étaient invisibles dans les luttes de 68. Après 68, plus rien n'a été pareil, parce que l'autorité patronale avait été contestée. Des droits avaient été acquis, donc nous, on avait déjà des droits syndicaux dans notre statut, mais le droit syndical avait été reconnu pour l'ensemble des entreprises du privé,
C'est-à-dire que le syndicat avait le droit de siéger dans l'entreprise. Nous, on avait déjà un local, mais ça avait été gagné pour l'ensemble des entreprises. Et donc, les acquis de 1968 dans notre entreprise étaient très nombreux. Sur tous les terrains, on avait donc une augmentation de salaire de 10% en 2 ou 3 fois dans l'année. On avait eu des jours de congés supplémentaires, on avait eu des droits pour les femmes enceintes, les droits étaient très nombreux. Et donc, il fallait se battre pour les faire appliquer. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, le patron, il essayait toujours de les appliquer qu'à moitié. Et donc, voilà, c'était un combat de faire appliquer tous les acquis qui avaient été obtenus. Renseignements généraux, le 16 septembre 1968. Des étudiants ou lycéens abandonnent ou interrompent leurs études pour se faire embaucher dans des entreprises. Ils ont pour mission de créer dans usines et entreprises des groupes de travail communistes et de relancer l'agitation. Je vous serai obligé de bien vouloir me communiquer tous les renseignements que vous pourriez recueillir sur les étudiants qui ont pu trouver du travail dans ces conditions, sur les entreprises qui les emploient et l'audience qu'ils peuvent avoir. Vous avez parlé d'ouvriers et de PDG. Est-ce qu'il y a de grandes différences toujours en France entre les classes sociales? Moins à l'heure actuelle, oui. Moins qu'il y a plusieurs années certainement. Mais si vous arrivez à 30 ans, pour vous présenter quelque part, on vous dira à 30 ans, vous êtes déjà trop vieille, ou trop vieux. Si vous restez 10 ans dans la même boîte, ou 20 ans, on vous dira, mais c'est ridicule maintenant, rester 20 ans dans la même boîte, il faut évoluer, il faut changer. Vers 45 ans, votre maison ferme ou fusionne, enfin, je ne sais pas, se lie avec une autre boîte, ou, enfin, etc. Il y a des changements dans la maison, et que vous êtes sans emploi, on vous dira, mais à ceux 45 ans, vous devriez déjà être mort à l'heure actuelle de chercher du travail. Oui. Des grandes manifs comme on a fait à l'époque, ça m'interroge, est-ce qu'on gagnerait comme on a gagné à l'époque? Parce que moi à l'époque, mon salaire, j'ai eu un tiers de plus de salaire. Donc un tiers de plus, je sais ce que j'ai mangé de plus chez moi, parce que on ne mangeait pas tous les jours de la viande. On était 8 avec le salaire de mon père. Les acquis que l'on avait eus, j'ai bien compris rapidement que si je voulais les garder, il fallait les défendre. Pour moi, ça a déclenché une situation de lutte, aussi bien syndicale que politique. Grosso modo, sur le terrain familial et de liberté, on a quand même perdu beaucoup et on continue à perdre. Maintenant, ça fait un moment que j'ai quitté mon travail, mais bon, pour ceux que je côtoyais dans la dernière période où la situation commençait un peu à se dégrader et que je leur disais, bah, en mai 68, on a bloqué le pays, ils me disaient, ouais, mais mai 68, de toute façon, on me disait, on lutte et on n'a rien au bout. À quoi ça sert? Pour eux, j'ai l'impression qu'ils sont nés avec ces avantages-là, cette vie-là. Ça leur est apporté sur un plateau, puisque ça existait, nous on s'est battus pour. Et comme ils ne se sont pas battus pour,
Je pense que c'est compliqué de comprendre, pour certains, je dis bien pour certains, compliqué de comprendre qu'il faut qu'on se batte pour garder nos acquis. Alors peut-être que nous, on a eu tort de ne pas expliquer. On a fait le mouvement en 68, puis après, quand 68 a été fini, si je peux m'exprimer comme ça, on est peut-être passé à autre chose. Même moi qui étais dans la lutte et qui ai continué la lutte, sous diverses formes après, je pense pas qu'on ait bien tout analysé. Quand je vois mon parcours, depuis 62, que j'ai commencé à travailler, jusqu'à il y a 10 ans maintenant, parce que ça fait 10 ans que je suis en retraite, je suis arrivée quand même à 37 heures, 35 heures, payé 40. C'est quand même une lutte. Tout ce que j'ai eu, je suis en train de le perdre. Et je me bats. Alors, est-ce qu'on se bat bien? Est-ce que c'est les bonnes luttes qu'on mène? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres formes de lutte qu'on peut inventer? Peut-être. Comment? Avec qui? Le besoin de lutte existe et la lutte doit avoir lieu, je pense, pour changer les choses. L'ordre et la méthode. À toutes les échelles, oui. Aussi bien sur un chef de chantier qu'un ingénieur. Oui. L'ordre et la méthode, on la retrouve partout, même chez un ouvrier d'ailleurs. Les gens désorganisés sont des gens excessivement dangereux. Très dangereux. Très souvent, ce sont des gens qui ne sont pas organisés, qui arrivent dans une bagaille infernale et qui prennent une initiative pour en sortir, parce qu'ils sont devant le problème. Alors que ce problème-là, s'ils avaient été plus méthodiques, ils l'auraient peut-être vu avant. Je n'aime pas l'initiative. Ça, alors là, je suis contre. Je sais, un jour, j'avais mal noté un conducteur de travaux. J'avais marqué beaucoup d'initiatives et une très mauvaise note. Et on m'avait demandé pourquoi. Vous n'avez pas des ennuis avec les ouvriers? Absolument pas. Absolument aucun. Il y a eu une grève générale il y a 15 jours. Les gens ici n'ont pas fait grève. Ah non? Non, non. À quoi est-ce qu'on reconnaît un cadre? Il y a quand même une différence entre le travailleur et le cadre. Je dirais pas que le travailleur est l'esclave de l'autre, mais quand même dans une certaine mesure. Dans une certaine mesure.
La nuit, des fois, il m'arrive de sortir dehors, de regarder les étoiles, tout ça. La ville est morte, on est tout seul. On a l'impression que la ville, elle gagne.